Bonsoir à tous. On va commencer, même s'il y a des petits retardataires, ils passeront par la porte du fond. Je m'appelle Fabien, j'organise les Coding Dojo d'habitude. Aujourd'hui c'est un Coding Dojo un peu spécial, il y a deux types de Coding Dojo, il y a les randori et les kata. Les randori c'est un type d'exercice où tous les participants passent derrière le clavier. Le principe c'est de résoudre un problème ensemble et d'apporter une solution tous ensemble en passant par exemple 5 minutes chacun derrière l'ordinateur. Du coup on réfléchit tous ensemble à une solution, on code tous ensemble et le but c'est vraiment d'apprendre en communauté et de résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui c'est pas ce type de coding dojo qu'on va faire, on va faire un kata. Donc, le principe d'un kata c'est qu'une ou plusieurs personnes nous présentent une solution à un problème donné, en tout cas leur solution, et ils partent de zéro et ils vous expliquent comment ils font et le principe c'est un cours avec des exercices pratiques. Ce qui réunit vraiment tous les types de coding dojo, c'est le fait de pratiquer, de toujours écrire du code et d'expliquer tout ce qu'on fait. Donc voilà, on organise des coding dojo depuis quelques années déjà, en tout cas en interne à Polytech, et en ce moment on est vraiment en train d'essayer d'en faire de la communication et de l'ouvrir aux autres, parce que l'intérêt c'est qu'il y ait vraiment de la diversité pour qu'on puisse apprendre plus avec plein de gens. Donc on essaye de faire des événements plus ouverts, avec des entreprises pourquoi pas, de mixer les communautés, et voilà, pour encore plus apprendre ensemble. Je laisse la parole à Rémi et Guillaume qui vont vous présenter Angular 2 et leur générateur. Donc aujourd'hui on va vous présenter Angular 2 et plus spécifiquement construire une application web avec Angular 2. Donc juste avant de commencer, qui est développeur ici? Vous avez les mains haut, ok, il n'y a que des développeurs en fait. D'accord. Qui parmi les développeurs est un développeur web? D'accord. Qui avant de venir a déjà un petit peu étudié Angular 2, que ça soit ok, qui a déjà codé avec Angular 2. Très bien. On est une belle audience. Ok, donc aujourd'hui il y a trois parties en fait dans la présentation. La première, on va essayer de répondre à des questions qui sont un peu communes avec Angular 2, en tout cas des questions que nous on nous a posées. On a des amis qui ne savent pas quel framework choisir pour leur projet. Souvent ils nous demandent mais pourquoi vous avez fait Angular 2? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Et qu'est-ce que c'est Angular 2? Donc ça va être la première partie dans laquelle on va essayer d'avoir une approche générale, pas technique, apporter des concepts généraux, et puis essayer de vous partager notre vue en fait sur Angular 2. Dans la seconde partie, on va vous présenter Angular 2Gen. C'est un générateur de projet Angular 2 qu'on a fait avec Guillaume. Donc, je détaillerai un petit peu plus tard ce que c'est. Et enfin, on terminera par une live démo dans laquelle on va essayer de faire un chat. Donc la première partie, comme je disais, c'est pour présenter Angular 2, mais d'un point de vue général. Donc les concepts qui sont autour d'Angular 2, mais également les technologies qui sont plus ou moins liées à Angular. Donc on va commencer par quelque chose de très général, on va commencer par les Web Components. Parce que les Web Components, c'est la base d'Angular 2, donc c'est une notion qui est importante à comprendre. Ensuite, on va faire une description plus générale d'Angular 2. Toujours pareil, on va pour l'instant pas plonger dans le code, essayer de voir quel est le pour et le contre, qu'est-ce qui est intéressant dans Angular 2, qu'est-ce qui est moins. On va parler d'AngularJS, parce que la question qui nous revient souvent, c'est quoi la différence entre AngularJS et Angular 2? Pourquoi est-ce qu'on a fait Angular 2? Enfin, pourquoi est-ce que Google a fait Angular 2 et pas resté et juste mis à jour AngularJS? On va parler aussi de React et Polymer, qui sont, on va dire, les concurrents principaux d'Angular 2 au niveau des frameworks et librairies de Web Components. Et on terminera par deux questions. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi Angular 2 et quand est-ce que vous pouvez commencer un développement avec Angular 2? Donc les Web Components. Donc il faut savoir que Angular 2, contrairement à AngularJS par exemple, utilise des Web Components. Donc qu'est-ce que c'est les Web Components? C'est une nouvelle façon de structurer les pages web. Donc plutôt que d'avoir, je vais schématiser, plutôt que d'avoir une page web qui va être une seule entité avec un fonctionnement global, on va avoir des pages web qui vont être des structures en Lego. C'est-à-dire qu'un composant, c'est un Lego. Donc plutôt que d'avoir quelque chose, une entité statique, comme vous pouvez le voir ici, une seule entité, on va essayer de moduler tout ça
de structurer nos pages pour gagner en performance et puis pour gagner en structure. Bon, là c'est un exemple voilà, pour faire comprendre, parce qu'on a tous plus envie de monter dans cet avion-là que dans celui-là. On connaît l'aérodynamisme des Lego, hein, c'est pas super pour voler. Mais le principe, c'est vraiment de se dire qu'avec des web components, on va pouvoir structurer vraiment notre projet. Donc on va avoir une page dans laquelle on va faire des objets, on va pouvoir manipuler ces objets. Lorsqu'on veut maintenir ces objets, c'est plus facile, parce que quand on a un problème sur un web component, on sait où est le problème. On peut aller voir directement les composants qui sont liés à ce composant qui pose problème. Donc plus facile à maintenir, plus facile à faire évoluer, et du coup plus de performance, puisque une meilleure structure d'une part, et ensuite les web components sont liés à des notions qu'on appelle de DOM, Shadow DOM, Virtual DOM. Donc je vais pas, ça semble un peu, c'est un petit peu des termes barbares, mais c'est très important en fait. Le DOM, rapidement, c'est un arbre. Donc une page web, c'est un arbre. Chaque route, ça va être une balise de notre arbre. Donc par exemple, ici, on a le document, la balise HTML, le body, on a un titre ici. Bien souvent, quand on fait un développement pur JavaScript, ça devient vraiment compliqué de manipuler les éléments du DOM. Parce que voilà, quand on va chercher à remplacer un élément par un autre, on n'est pas sûr du résultat qu'on va obtenir. Peut-être que quand on va recharger la page, quelque chose va avoir remplacé notre élément. Comment tester les manipulations du DOM? Toutes ces problématiques-là, et en plus, il y a des problèmes aussi de performance lorsqu'on manipule le DOM. Donc pour répondre à tous ces problèmes-là, le W3C a travaillé sur un concept qui s'appelle le Shadow DOM. Donc on retrouve ici notre DOM, donc les éléments bleus, c'est les éléments du DOM. Et on a une balise ici en vert, qui est une balise d'insertion. Et en fait, cette balise-là, elle contient un Shadow DOM, elle contient un petit arbre. Et c'est ce petit arbre en vert que nous, on va venir manipuler. Donc à travers AngularJS, à travers Angular 2, mais aussi avec React, etc., on va pouvoir utiliser un Shadow DOM. On va pouvoir manipuler les éléments du DOM sans avoir à se poser la question est-ce que ça va marcher ou pourquoi, quelles vont être les performances. Ça va être le framework ou la librairie qui va s'occuper de. En fait, ça va être le Shadow DOM qui va s'occuper de manager tout ça. Et vous avez peut-être déjà entendu la notion de Virtual DOM. Alors, le Virtual DOM, en restant aussi général, c'est en fait l'implémentation du Shadow DOM faite par React, donc par Facebook. Ça ressemble beaucoup au Shadow DOM, enfin en tout cas dans le principe, c'est basé sur les mêmes concepts. Et l'implémentation est différente, et l'utilisation aussi, mais c'est lié à React. On va en parler juste après. Par rapport à... Donc pour Angular 2, on va faire une description un peu générale. Donc, Angular 2, c'est fait par Google, c'est développé par Google, et c'est vraiment complètement différent d'AngularJS. Pour moi, la seule similitude entre AngularJS et Angular 2, c'est le nom. Parce que tous les concepts de base d'AngularJS ont été repris. Et on va voir un petit peu par la suite quels étaient les problèmes avec AngularJS. Donc les avantages qu'on peut avoir maintenant avec Angular 2, c'est tout d'abord l'implémentation des web components qui va nous donner beaucoup de performance. Une meilleure structure du code, une meilleure maintenance. Ces composants-là, on va pouvoir les réutiliser. Mais c'est un des problèmes d'Angular 2, c'est que Angular 2, c'est un framework. Donc ça veut dire que les composants que l'on crée avec Angular 2 ne seront réutilisables qu'à l'intérieur d'un projet Angular 2. Donc on doit rester dans le contexte du framework pour pouvoir réutiliser les composants qu'on a fait. On a deux très belles performances. On verra un petit peu par la suite quelles sont ces performances. C'est construit à partir des standards du web. Et surtout, Angular 2 profite de la grosse communauté d'Angular. Et ça, c'est très important parce qu'un framework se doit d'être populaire. Parce qu'un framework populaire, ça veut dire que c'est un framework dans lequel les développeurs vont ouvrir des issues quand ils ont des problèmes. Ça veut dire que c'est un framework qui va être maintenu, qui va être supporté. Et on
on va donner de la crédibilité au framework grâce à sa communauté. Les désavantages, c'est que Angular 2 maintenant, elle est en release candidate, donc elle n'est pas en version stable. Donc pour le moment, on ne peut pas l'utiliser pour la production directement, on a besoin d'attendre un petit peu. Et Angular 2, comme je vous disais, c'est complètement différent d'AngularJS. Donc du coup, tout est différent, tout est à apprendre, et les problèmes qu'on va rencontrer lors des développements sont nouveaux aussi, puisque rien n'existe sur lesquels on ne va pas pouvoir se baser sur des connaissances qu'on a déjà, enfin, en tout cas, à part des connaissances générales en informatique, pour résoudre ces problèmes-là. Un petit mot sur l'état d'Angular 2. Donc, comme je disais, maintenant, on est toujours en release candidate, donc 70% de la phase de release candidate est finie, et les développeurs de Google espèrent avoir une version stable en fin d'année. Donc AngularJS, qui a fait de l'AngularJS? Qui a déjà développé avec AngularJS? Okay. Donc on ne va pas rester trop longtemps sur AngularJS, puisque beaucoup le connaissent. Juste, j'aime bien l'anecdote sur AngularJS. En fait, c'était deux développeurs de chez Google qui travaillaient sur Facebook Feedback. Et au bout de quelques mois, quelques semaines d'ailleurs, ils avaient très vite un très gros projet. Ils avaient 15-20 000 lignes de code, et ils se sont dit, mais comment on va tester ça? Comment on va le faire évoluer? C'était vraiment, ils ne pouvaient pas avancer plus parce qu'ils se sentaient bloqués par le projet qu'ils avaient actuellement. Du coup, ils ont décidé de recommencer leur projet avec un framework fait maison, qui est donc la première version d'AngularJS. Et grâce à ce framework-là, ils ont eu, leur projet faisait 3 semaines après plus que 1500 lignes de code. Donc, cette anecdote-là, elle montre bien en fait les avantages principaux d'Angular, c'est surtout le moyen de faire exactement la même tâche avec moins de code et avec de meilleures performances. Donc, c'est basé sur des concepts comme le MVC, comme le data binding avec les différents ensembles de directives. Donc là, vous pouvez voir le JRepeat qui va nous permettre en fait de boucler sur des éléments de faire des boucles sur des éléments de notre DOM en fonction des données de notre modèle. Et du coup, Angular veut simplifier le développement, en tout cas l'accélérer, et surtout les phases de test. Les avantages, c'est un code qui va être puissant. On va arriver à faire des choses puissantes par rapport à un développement JavaScript normal. Moins de code par rapport à toujours pareil par rapport à un développement JavaScript classique. Le testing, c'est plus facile. Le data binding system qui est vraiment très puissant, et encore une fois la communauté. Par contre, les désavantages, c'est que Angular, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est pas du tout un framework qui est intuitif. C'est-à-dire que vous allez prendre quelqu'un, vous le mettez devant un tuto Angular, 20 minutes après, il ne va pas vous faire une appli complète en Angular. Il va falloir apprendre tous les concepts, comprendre comment ça marche, et du coup, il y a une forte learning curve. Une forte learning curve au début, parce qu'il faut assimiler tous les concepts, et une forte learning curve quand on arrive sur des applications extrêmement complexes. J'ai lu le feedback de certaines personnes qui se sont senties limitées au bout d'un moment avec AngularJS à cause vraiment à cause du framework, parce qu'ils ne savaient pas comment avancer, ils avaient des problèmes directement dus au framework. Donc c'est quelque chose qui a été, je pense en tout cas, réglé sur Angular 2. Je le trouve beaucoup plus intuitif. Donc là, le curve, donc il n'y a pas de web component. Avec la version 1.5 de Angular, on a des semblants de web component, mais pour moi, ce n'est pas vraiment des web components comme on peut en avoir sur Angular 2, sur React ou sur Polymer. Et surtout, quel est le futur d'AngularJS? On a Angular 2 qui arrive, on est toujours en phase de bêta. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des développements avec AngularJS, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Si Angular 2 explose, est-ce que nos développements AngularJS, on doit les continuer? Parce que du coup, Google a dit qu'il continuerait le support AngularJS jusqu'à ce que la version AngularJS soit stable, soit vraiment stable.
mais du coup, on a du mal à se projeter avec Angular. Donc, on a tendance à dire que les sites qui sont faits avec Angular vont devoir migrer à un moment donné sur Angular 2 ou alors évoluer. React et polymère. Donc pour là pour React et polymère, on va rester aussi très général. C'est assez compliqué de trouver les avantages et les inconvénients de chaque framework parce que en fait c'est la guerre perpétuelle sur internet avec tous les développeurs. Les pro React vont dire React c'est le meilleur. Les pro Angular 2 vont dire non mais React c'est pas bien, il n'y a qu'Angular 2 qui est bien. Donc c'est vraiment compliqué, vous allez voir là, c'est simplement notre avis. Donc React par contre c'est une librairie. Donc c'est une librairie de composants qui est développée par Facebook. Et ils veulent donner la possibilité aux développeurs de créer des interfaces beaucoup plus dynamiques avec le V du MVC pattern. Et surtout l'implémentation du Virtual DOM qui fait de très bonnes performances parce qu'ils ont fait le Virtual DOM et React se base sur le Virtual DOM sur lequel qu'ils ont construit. Donc React a vraiment été implémenté avec le Virtual DOM. Les avantages de React, c'est facile pour écrire des UI test cases, plus facile à débugger. Donc comme je disais, l'implémentation du Virtual DOM, moins de code pour faire plus que les autres frameworks. Donc ça marche aussi pour Angular 2. Et la possibilité d'intégrer des composants React à des projets. Donc comme je disais tout à l'heure, les frameworks, si vous faites un composant avec Angular 2, vous pouvez l'utiliser que dans un projet Angular 2, que dans un contexte Angular 2. Alors que pour React, et on va voir que c'est pareil pour Polymère, on va pouvoir intégrer les composants dans des projets qui ne sont pas des projets React ou Polymère. Les désavantages, ça pareil, c'est personnel, je trouve qu'il y a un manque de documentation. C'est aussi dû au fait que la communauté React est beaucoup plus petite que la communauté AngularJS. Je trouve qu'il y a aussi une importante learning curve, beaucoup moins qu'avec AngularJS, mais je l'ai trouvé un petit peu moins intuitif que Angular 2. Et récemment, Amadeus nous a, parce que d'ailleurs on ne s'est pas présenté, on est tous les deux étudiants ici, on est tous les deux en apprentissage Amadeus et on a reçu un mail récemment qui nous a dit que Amadeus annulait tous les développements avec React pour des raisons légales. Donc on est en train d'investiguer pour voir quelles sont ces raisons-là, mais il y a quelque chose qui, entre Amadeus et Facebook, ne s'est pas bien passé. Pour Polymère, donc c'est une librairie de composants qui est faite par Google, et du coup on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que d'un côté on a Angular 2, pourquoi est-ce que de l'autre côté on a Polymère? Parce qu'en fait, c'est deux utilisations différentes. Google, pour mettre à jour leurs anciens sites, et s'ils n'ont pas envie de recommencer le développement de leur site from scratch, ils vont utiliser Polymère. Ils vont faire des composants polymères qui vont injecter petit à petit dans leur site existant, ce qui va permettre de dynamiser, de gagner en performance, etc. Polymère a fait leur propre version des polyfills. Donc les polyfills, c'est des petits scripts qui vont permettre d'apporter les fonctionnalités manquantes au générateur pour pouvoir utiliser les web components de Polymère. Donc il y a une très grosse quantité de web components, puisque Polymère, ça fait, je crois, depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises, que des gens travaillent sur Polymère. Il y a aussi des user interface, enfin des composants UI, et il y a un éditeur graphique pour prototyper nos composants. Donc, les avantages, c'est Polymère, les composants Polymère, on peut les utiliser partout. On a à notre disposition une grande quantité de composants et on a un moyen de prototyper ces composants. Après, Polymère, ça reste une librairie, c'est-à-dire on va pouvoir faire nos propres composants, mais on va pas, vu qu'on n'a pas les contraintes du framework, le framework qui va nous demander de coder de cette façon-là et pas d'une autre façon, et ben, du coup on va perdre un petit peu en performance. On va peut-être perdre aussi en structure de code, parce qu'on va être moins contraint lors de ces développements-là. On va passer maintenant à
pourquoi est-ce que nous, on a choisi Angular 2 et pas les autres? Tout d'abord, la communauté. Vraiment, je trouve que c'est super important parce que la communauté, c'est ce qui permet de tenir le framework. Là, on a vu, il y a 1500 issues qui sont ouvertes sur Angular 2. Il y en a quasiment autant qui ont été résolus. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle Angular 2 va très vite. On est passé de l'arrêt. Enfin, je pense que la version finale d'Angular 2 sortira avant la fin de l'année, vu à la vitesse à laquelle ils avancent, ils fixent les bugs. La façon de coder avec Angular 2 est beaucoup plus intuitive. Elle ressemble, pour ceux qui ont fait du Java, elle ressemble pour moi beaucoup au Java. On va avoir une classe, on va avoir un constructeur, on va avoir des méthodes, on va pouvoir utiliser nos attributs de notre classe et les mettre dans nos HTML. Donc c'est vraiment très structuré, orienté objet et du coup beaucoup plus intuitif. De très belles performances, on va voir juste après les performances. Un projet plus structuré, comme je l'ai dit, et on pense vraiment qu'Angular 2 a un joli futur devant lui, parce qu'il y a une grosse communauté, beaucoup d'entreprises utilisent AngularJS, donc ils ont fait confiance à AngularJS, ils connaissent déjà AngularJS. Donc probablement par la suite, quand ils vont migrer vers de nouveaux projets, ils vont être tentés de faire de l'Angular 2, parce qu'ils connaissent déjà Angular. Et ils ont été contents enfin peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent AngularJS. Et on l'a aussi choisi parce que c'est tout nouveau, du coup c'est stimulant. On va devoir innover. Au début, quand on a commencé à travailler, il n'y avait même pas les tutos HTTP, ils n'étaient pas sortis, etc. Donc c'est vachement stimulant. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on a lancé le générateur. Donc là, il y a des stats qui ont été faites avec des versions un peu vieilles, mais pour ceux qui ne voient pas, là, en noir vous avez Angular. Donc ici vous avez le nombre d'éléments chargés et ici le temps. Donc avec Angular, vous pouvez voir, bon, si on charge quand même 50 000 éléments, Angular va mettre 11 secondes pour charger ça. Avec Angular 1. Avec Angular 1, pardon. 1.4. React va mettre 2 secondes, 2 secondes et demie, et Angular 2 va mettre un petit peu moins d'1 seconde. Et pour le rechargement des éléments, donc toujours pareil, même principe, pour 50 000 éléments chargés, donc bon, c'est beaucoup, 50 000. Angular va mettre 4 secondes et demie, alors que Angular 2 va mettre un quart de seconde pour recharger 50 000 éléments. Donc on est vraiment sur des performances qui sont incroyables. Alors que Angular en soi est déjà, AngularJS est déjà en soi assez puissant. Et la question qu'on nous pose beaucoup, donc quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire du développement Angular 2? Si vous êtes un développeur, vous avez envie d'apprendre, vous pouvez le commencer maintenant, parce que tout est en train de se faire. Donc il y a des choses à faire aussi si vous êtes motivé. Vous pouvez travailler, collaborer sur Angular 2. Pour le staging, vous pouvez commencer aussi. C'est le choix que l'équipe de Guillaume a fait à Amadeus. Ils veulent rentrer en production à partir de 2016, fin 2016. Donc du coup, toute la phase de développement en alpha, en bêta et en release candidate, elle ne les gêne pas puisqu'ils vont évoluer en même temps que le framework évolue et espèrent avoir la version stable en fin d'année pour pouvoir partir en production. Et après, oui, si vous recherchez la production, il ne faut définitivement pas partir sur Angular 2 puisque rien n'est stable. Et la dernière version d'Angular 2, donc en fait, on est passé de la bêta à la release candidate, a été vraiment une très grosse mise à jour. Donc s'ils nous font la même mise à jour entre la release candidate et la stable, il va vraiment y avoir beaucoup de choses à changer. Ils sont notamment en train de travailler sur le routeur. Tu veux expliquer sur les versions du routeur? Donc actuellement, ils ont sorti une nouvelle version du routeur. Donc pour l'instant, il y en a deux en commun. On a l'ancien routeur qui était la première version qu'ils ont sorti, là ils ont sorti un nouveau. Et ils sont déjà en train de penser à une troisième version parce que ça leur satisfait pas et qu'ils ont encore trouvé quelques bugs sur le routeur. Donc c'est encore en attente, on sait que ça va évoluer. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par routeur? Tout le routage de l'application en fait. Le changement des pages, c'est un single page application. On n'a qu'une seule page et ils ont un routeur en fait qui permet de passer d'une page à une autre en fait.
tout en restant en vrai sur la même page. En fait, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir et de fermer, de passer d'une page à une autre. Le routing, c'est tu vas définir ton routing, c'est-à-dire tu vas définir les pages sur lesquelles quand tu vas cliquer sur un bouton, tu vas lui demander de t'ouvrir la page de login par exemple. Donc tu vas router le login. Tu vas configurer ton routing. À l'intérieur, tu vas mettre la page de login. Tu vas lui dire la page de login elle est ici. Et quand tu cliques sur le bouton login, je veux que tu m'ouvres le login. En fait, c'est ça le routing. En fait, c'est la navigation sur l'application. Donc la première partie se termine. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a dit? Pas de questions? Vas-y. En fait, c'était juste sur les stats qu'il y avait tout à l'heure. Tu avais rendering et re-rendering. À quoi correspond le re-rendering? En fait, c'est rendering, c'est. Comment? Un rechargement de la page? Non, c'est un rechargement des éléments sans. En fait, c'est une sorte. En tout cas, rendering, c'est quand on les charge une fois, on charge vraiment tout là. Et les rendering, on les met à jour. D'accord. Sans s'adresser au serveur, en fait, et en cherchant directement. Oui, en fait, c'est juste là, je pense. J'ai pas vu exactement comment l'étude a été faite, mais ils ont dû prendre 50 000 éléments, sans serveur, sans rien. En fait, ils ont fait 50 000 web components, ils ont demandé ouvre ces web components, et après, ils ont dû faire quelque chose pour pouvoir les mettre à jour. Globalement, sur une appli Angular, combien vous avez d'éléments parce que là, on a eu un exemple avec 50 000. Est-ce qu'il y a réellement des applications avec 50 000 50 000 non, je sais que dans les gros projets qu'on a à Amadeus, on est vers les 2000-2005 éléments sur une page. Ce qui était déjà beaucoup gros et qui était un problème sur AngularJS parce que à partir de 1500 éléments, les performances commencent à chuter. Ouais, c'est le moment où ça commençait à. Ok. La différence de performance, c'est trop abusé par rapport à Angular. Ça touche à quoi? Comment La différence de performance entre Angular 1 et Angular 2, c'est pas minime, c'est des coefficients. Ils ont enlevé beaucoup sur le binding en fait. Avant le double binding, prenait vraiment en performance. C'était pratique pour les développeurs, mais ça bouffe vraiment en performance quand tu as beaucoup d'éléments sur le DOM en fait. Du coup, ça a été retiré. Tu peux encore le simuler, mais de base il n'y est plus en fait. Et du coup déjà tu gagnes beaucoup là-dessus. Et avant il y avait des phases de compilation et de rendering qui s'alternaient tout le temps en AngularJS en fait. Et ils ont décidé de changer ça en fait. Tu as une première phase de compilation et après c'est que du rendering, du coup ils gagnent aussi en performance là-dessus. Après il y a aussi le travail avec le champ de nom, du coup, parce que là c'est vraiment, je pense que c'est l'implémentation des web components en soi qui fait qu'on a des performances comme ça, parce que on s'occupe de rien quoi. Tu veux un élément, tu le mets et tu laisses Angular, le framework faire les choses quoi. Une question? Avec AngularJS, il y avait pas mal de tutoriels qui présentaient de soit utiliser TypeScript, soit différentes versions de JavaScript. Qu'est-ce qui est conseillé en ce moment, peut-être vous en parler plus tard, mais qu'est-ce qui est conseillé de faire? Peux-tu coder en JavaScript ES6 directement, ES5, TypeScript? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de tutoriels en Angular en ES5 ou 6. Je sais que le tutoriel Angular, en fait, ils ont tout fait avec TypeScript. Donc en fait, quand tu vas sur la page, tu as 5 ou 6 onglets de tutoriel et ensuite toute la documentation et quasiment tout est fait en TypeScript. De temps en temps, je vais voir des versions justement avec JavaScript et elles sont pas encore, c'est pas encore mis en place. Donc nous, on travaille en TypeScript et je sais, au début, je voulais faire du JavaScript aussi. Et en suivant les tutos, je me suis rendu compte que tout le monde faisait du TypeScript. Donc j'ai pris cette voie-là pour avancer. Et je sais pas du tout si c'est compliqué ou pas de faire avec du JavaScript. Les quelques pages de documentation qui sont écrites en JavaScript, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que TypeScript utilise notamment les décorateurs et tous ces trucs-là qu'il faut émuler en JavaScript. Du coup, tu écris vraiment beaucoup plus de code pour un petit bout. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que, pareil, les TypeScript, avant Angular 2, nous on n'en avait pas fait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait du TypeScript en dehors d'Angular 2, mais c'est vraiment. On a plus envie de faire du JavaScript, mais en tout cas, je sais que pour la doc sur Google, la doc Angular, il n'y a pas du tout, pas beaucoup de.
sachant que la doc TypeScript n'est pas non plus très bien encore, donc ça va mieux, mais il manque encore beaucoup de choses. Et, le tutoriel HTTP il est sorti il y a un an, je crois. Alors que les requêtes HTTP, généralement, c'est une des premières choses qu'on va faire sur une application. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, pour le principal, les tutos qu'il y a en ce moment, c'est assez facile à suivre, bien détaillé. En même temps, on a accès au code et ça n'empêche pas d'avancer. En tout cas, nous, dans nos projets, on arrive à avancer. D'ailleurs, justement, à propos des tutos, l'année dernière, quand j'avais regardé les tutoriels, on pouvait faire une mini-application avec un seul fichier JavaScript qui est inclus et tout. Est-ce qu'il y a des exemples qui sont un peu plus matures, avec des architectures un peu plus proches de ce qui se réalise dans le métier maintenant? Est-ce que ça a évolué là-dessus? Oui, justement, on va en parler juste après. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous, on a fait un générateur de projet. On va commencer à en parler, mais en gros, quand on a voulu se mettre en Angular 2, on s'est dit par où on commence. Je vois, il y a le tuto Angular, je vais regarder, mais je commence par quoi, je mets quoi dans mon projet au début, etc. Donc on est allé chercher un générateur de projet, il y en a plein qui sont complexes. Quand tu regardes la structure, il n'y en a aucun qui a la même structure. Et du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, on va faire notre propre générateur de projet. Donc quand tu vas lancer le générateur, il va te créer la structure, le squelette d'une première application. Et tout ça, et la structure qui est créée, on l'a basée sur des standards d'Angular. Donc maintenant, et c'est ce qu'on va voir juste après, on a une structure qui est beaucoup plus, je dirais, professionnelle en fait. On a un composant, c'est un fichier HTML, un fichier TypeScript, un fichier de test TypeScript et un fichier CSS. Donc du coup, tu vois, tout est très très bien rangé. On ne met pas du tout dans le même fichier et tu croises les doigts quand tu lances ta pile pour que rien ne passe. D'autres questions? Justement, par exemple, l'architecture de Angular 2, et tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de changements. Est-ce que ça arrive encore de changer pour l'architecture ou ça semble se stabiliser? Nous, on espère que ça va se stabiliser, parce que justement, le gros changement qu'il y a eu entre la bêta et la release candidate, ça a été la structure du projet. Donc ils ont changé toute la structure complètement. Il faut qu'on croise les doigts et on espère qu'ils ont trouvé une structure qui est satisfaisante et ils vont la garder. En principe, la release candidate devrait assurer qu'il n'y ait plus de gros changements comme ça. Voilà, c'est un petit peu le rôle de En principe. Voilà. À la base, ils voulaient faire que 2 release candidates, maintenant il y en a une troisième. Peut-être qu'ils vont nous mettre à jour l'architecture alors que vous avez dit. J'essaierai de ne pas le faire. D'autres questions? Du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc au générateur de projet qu'on a fait. Donc oui, j'ai déjà dit que la raison pour laquelle on a fait le générateur, c'est parce qu'on ne savait pas par où partir. Déjà, un générateur, qu'est-ce que c'est? Un générateur, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous lancer le générateur. Ça va vous installer tout l'environnement dont vous avez besoin. Ensuite, ça va vous créer le squelette d'une application. Et enfin, lorsque le squelette de l'application est là, lorsque vous commencez le développement, vous allez pouvoir générer des bouts de code à la volée. Et on va voir justement comment ça marche juste après. Et on a vraiment fait ça, on a décidé de faire notre propre générateur parce que les générateurs existants étaient vraiment trop complexes. Quand on commence à faire d'Angular 2, on n'a pas envie de, quand on génère un bout de code, ça nous génère 150 lignes de code, parce que du coup on ne comprend pas ce qu'il y a, on a envie que ça soit simple, on a envie de pouvoir suivre les différents tutos. On voulait aussi simplifier la tâche. Il y a beaucoup de générateurs qui génèrent juste l'architecture du projet et après aucun moyen de créer un composant facilement. Et créer un composant au début c'est chiant, c'est 4 fichiers, il faut se rappeler à chaque fois du bout de code à écrire, alors que là du coup on a aussi créé des petites commandes qui permettent de générer certains bouts de code plus facilement. Oui, donc du coup on va faire une petite introduction. Ensuite, on va vous montrer comment vous pouvez faire pour générer un projet, comment générer des bouts de code. On va vous parler des tâches Gulp
donc les tâches qui vont vous permettre d'exécuter votre projet, de le tester, de le déployer. Et enfin, on va parler du futur de notre générateur et de la collaboration. Donc, j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, le but de notre générateur, c'est de vous aider lorsque vous commencez, parce que vous avez envie d'apprendre le langage, vous n'avez pas envie de vous demander quel environnement je dois utiliser, pourquoi ça ne compile pas, je viens d'ajouter mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. Donc, pour vous éviter tous ces problèmes-là et vous permettre de vous concentrer uniquement sur les tutoriels et sur les façons de programmer, on a fait ce générateur. Et ensuite, une fois que vous avez compris comment ça marche et que vous voulez accélérer votre développement, on a mis en place des fonctionnalités pour vous permettre de générer du code. Donc, quand vous avez besoin de faire un composant, un service, une directive, etc., on va expliquer un petit peu tout ça par la suite. Vous allez pouvoir les générer directement avec le générateur. Et on veut aussi pouvoir exécuter l'application, ça semble normal, mais on a aussi mis le live reloading. Donc du moment où vous faites une manipulation, vous sauvegardez, ça va live reloader directement l'application. Du live testing, etc. Donc on va présenter ça un petit peu plus tard. Et vous aider à déployer votre projet pour la production. Une ligne de commande vous permet de déployer pour la production et que vous ne soyez pas obligé de faire tout à l'heure. Donc pour générer un projet. Donc vous avez déjà téléchargé le générateur. Donc il y a le. S'installe avec NPM. Voilà, donc sur la page du générateur qui est sur GitHub, vous avez les indications pour installer le générateur et installer tout ce qu'il faut avant. Une fois que vous avez fait ces étapes-là d'installation, vous ouvrez votre projet, vous ouvrez la console et vous faites Yo Angular de Gênes. Quand vous faites Yo Angular de Gênes, on va vous demander 4 choses. On va vous demander le nom de votre projet, si vous voulez Bootstrap, si vous ne voulez pas Bootstrap, on va vous demander si vous voulez Foundation et on va vous demander si vous voulez Foundation. Qui connaît? C'est quoi Yo? Yo, c'est Yeoman. Oui. En fait, Yo, c'est une commande, c'est la base de notre générateur. C'est l'outil qu'on utilise pour générer les bouts de code. Donc Yo Angular de Gênes, ça va vous lancer la génération du projet. Est-ce que tout le monde connaît Bootstrap, Foundation, Foundation? Est-ce que ça vous parle? En fait, Bootstrap et Foundation, c'est des frameworks CSS, c'est des frameworks qui vont vous permettre de faire du code responsive. Et Foundation, c'est une librairie d'icônes, en fait, une librairie de petites images que vous allez pouvoir utiliser dans votre code. Une fois que vous avez fait ça, le projet se génère, tous les frameworks que vous avez choisis s'installent. Une fois que c'est terminé, vous faites get observe, c'est la commande pour lancer le générateur et votre application se lance. Alors, maintenant la structure du projet. Donc on va essayer de faire ça de façon claire. On a un gros bloc qui est le bloc SRC. Dans ce bloc SRC, on va avoir une partie, un dossier qui s'appelle Components. Donc, le dossier Components, c'est le dossier qui va contenir tous vos composants. Un dossier Shared qui va contenir les directives, les pipes et les services. Les directives, c'est tous les éléments qui vont vous permettre d'ajouter un comportement à une balise. Par exemple, si vous voulez une balise highlight, quand vous faites un hover dessus, vous allez faire une directive highlight. Un pipes, c'est quelque chose qui va vous permettre de modifier l'entrée d'un utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur entre son nom complet et vous voulez générer son login à partir de son nom, vous allez faire un pipes qui s'appelle generate login et qui va prendre en entrée le login et qui va en sortie, qui va prendre en entrée le nom complet et en sortie vous donner le login. Les services, donc là c'est les services globaux, donc c'est toutes les tâches qui vont vous permettre, par exemple, pour aller chercher des données sur un serveur, vous allez faire un service qui s'appelle Call Database par exemple. Dans ces services-là, vous allez pouvoir créer toutes les méthodes pour faire des get, des posts, etc. sur vos données. Et vous avez le composant app qui est la source de votre projet. Donc c'est à partir de app qu'on va faire le routing, donc on va établir la navigation, et c'est à partir de app que vous allez commencer à ajouter vos composants.
On a la partie asset, qui est en fait toutes les images, et des styles globaux. Donc vous allez aussi pouvoir générer des styles globaux pour vous permettre d'économiser, enfin d'apporter de la structure même dans votre design. La génération de code. Donc quand vous faites yo AngularDegen.component, c'est un petit peu long. En gros, ce que ça dit, c'est je veux utiliser AngularDegen, je veux que tu me crées un composant, et ce composant il va s'appeler menu. Donc qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer les deux fichiers TypeScript, donc le fichier normal de composant, le fichier test, le fichier HTML du menu component et le fichier CSS du menu component. Et ça va vous générer aussi un index qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Donc pareil, si vous voulez générer un service, yo AngularDegen.service, ça vous génère le fichier test et la structure de base du service. Hop. Pareil pour les directives, yo AngularDegen.directive, et pareil pour les pipes. Maintenant, Guillaume va vous expliquer un petit peu les tâches Gulp qui vont vous permettre d'exécuter, de tester, de déployer votre projet. Alors typiquement quand vous créez une première application, surtout quand on utilise du TypeScript qui nécessite de la compilation, ou par exemple du SAS comme on utilise dans notre générateur pour faire du CSS avancé, bah, il y a des phases de compilation, vous n'avez pas envie de vous les taper à la main, c'est un peu chiant. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est là où les tâches Gulp vont vous servir, quoi. On s'occupe de toute la partie compilation, donc on vous génère tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous modifiez un des fichiers TypeScript, une tâche se relance et régénère le nouveau fichier en JavaScript, pas besoin de s'occuper de ça. Et derrière, en plus, vous avez un serveur, donc on utilise Browser 5 pour ça. Et ce serveur va permettre du live reload, c'est-à-dire que quand vous modifiez le fichier TypeScript, celui-ci est recompilé par les tâches Gulp, par exemple, et il va dire à Browser 5, tiens, remets-toi à jour, j'ai un fichier qui a changé, et pas besoin de refaire un F5, de relancer un index HTML, quelque chose, tout se fait automatiquement. Donc tout ça, vous le faites juste avec la commande gulp serve, rien de plus compliqué. Ensuite, un des points avec Angular, comme l'a dit Rémi, c'est que c'est fait pour, ça a été créé à la base pour le test, donc ça serait bien de pouvoir tester son application, quoi. Donc nous on a fait une tâche, donc on utilise Karma et Jasmine pour faire tourner les tests et écrire les tests Angular. Donc on fait ça de manière en TDD, en Test Driven Development, ce qui vous permet d'écrire les tests avant le code, et quand vous écrivez le code, vous regardez que vos tests passent au vert. Donc ça pareil, c'est automatique, vous lancez une commande juste après le gulp serve. Et cette tâche, du coup, va regarder tous vos fichiers tests, regarder si ils ont une mise à jour, et ça relance les tests, et ça regarde que tout run dès que vous modifiez aussi votre code normal, etc. Il y a vraiment un live reload sur les tests, c'est vrai, c'est ça qui est vraiment très puissant, c'est que vous faites votre test, donc pareil, vous découpez d'abord votre texte, et ensuite vous faites le fichier de base, et à chaque fois que vous allez faire CTRL-S, ça va lancer vos tests. Donc vous allez avoir vraiment en live vos tests qui vont se lancer, vous n'allez pas être obligé de cliquer sur un bouton, de relancer un commande. Tout se fait constamment en live reload. Pareil, après, si vous développez autre chose, vous pouvez voir directement que vous avez cassé vos tests en développant une autre fonctionnalité. Puis vous avez un rapport de coverage aussi pour ceux que ça intéresse avec. Il dit combien vous avez fait de tests, qu'est-ce que vous n'avez pas testé, etc. Et après, ce qui est intéressant, c'est pouvoir déployer son application, et pour ça, il faut être capable d'agréger les fichiers, de les minifier, etc. Donc pour ça, rien de plus simple, on a une tâche gulp, donc build.prod. Ça va vous générer, on a 2-3 fichiers JavaScript qui vont contenir tout ce qu'il vous faut, et on est à 2-3 fichiers CSS également, et tout ça. Tout est prêt, vous avez juste à copier-coller, ça vous génère ça dans un dossier à part, vous avez juste à le copier-coller sur votre serveur où vous souhaitez le déployer, et tout marche. Donc on va passer à la dernière partie, qui est le futur et la collaboration. Donc quelques statistiques sur notre générateur. Actuellement on est au 6e rang des générateurs Angular 2 dans le monde, sur Yeoman.
On a 25 stars sur GitHub. Et la semaine dernière, on a dépassé les 1000 installations en une semaine. Donc on est assez content. On pensait au début qu'on allait être les seuls à utiliser ce générateur. Et en fait, on voit que ça aide d'autres gens. Donc c'est aussi ce qui nous motive à vous le présenter. Et ensuite, on va vous montrer comment ça marche aussi. Parce que voilà, les gens sont intéressés. Donc si le générateur vous plaît, n'hésitez pas à mettre un star sur le GitHub, ça nous aide sur notre rank. Et donc pour les tâches futures, donc on veut rajouter des nouvelles commandes, on veut rajouter des commandes pour générer des modèles. Donc c'est un peu comme en Java, donc vous allez utiliser parfois des composants qui ne vous pouvez pas afficher. Par exemple, vous manipulez des utilisateurs dans votre application, mais ce n'est pas des utilisateurs que vous affichez, vous avez besoin d'un type utilisateur, comme on peut le faire en Java. Et donc, on veut rajouter cette fonctionnalité-là pour que vous puissiez directement générer vos modèles depuis la console. La génération de route, on va voir juste après comment on fait pour rajouter une nouvelle page dans la navigation, et on souhaiterait que ça soit automatique. Donc, du moment où vous relancez la commande, ça vous écrit dans tous les fichiers la commande. Ça vous écrit dans tous les fichiers les nouvelles routes, et vous avez juste à utiliser, à faire votre composant par la suite. On va continuer les tâches gulp pour la production. Notamment rajouter également les end-to-end tests, c'est un truc qu'on n'a pas pour l'instant. C'est quoi les end-to-end tests? C'est du coup les tests qui permettent de tester la navigation. Par exemple, je sais pas, vous lancez les end-to-end tests, ça va vous ouvrir la page, ça va cliquer un peu partout, regarder si, je sais pas, si je clique sur le bouton contact, est-ce que ça m'envoie bien à la page contact, des choses comme ça. Voilà, ça teste vraiment les fonctionnalités qu'un utilisateur pourrait faire. Et enfin, quelque chose qui est super important pour nous, c'est la librairie de composants. En fait, on veut que les personnes qui utilisent le générateur puissent aussi accéder à une liste de composants. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire une application, mais assez rapidement. Et c'est ce que nous permet de faire Angular 2 avec des composants. On veut créer une librairie dans laquelle vous allez avoir plein de composants à votre disposition. Plein de headers, plein de footers, plein de logins, plein d'éléments comme ça. Donc on est en train de construire cette librairie-là. Donc si ça vous intéresse aussi, si vous avez fait un composant que vous trouvez joli, vous pouvez nous le proposer sur la page et on le rajoutera dans la librairie de composants. Donc sur la partie collaboration, déjà c'est vrai que si vous avez envie de commencer Angular 2, on vous propose d'utiliser notre générateur, de commencer avec le générateur. Si vous trouvez des problèmes, n'hésitez pas à ouvrir des issues sur GitHub, nous prévenir que vous allez trouver une erreur, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Pareil, vous pouvez nous contacter par mail, on a les mails sur la page. Régulièrement, on reçoit des mails de gens qui sont juste bloqués en Angular 2. On doit vous répondre si vous avez un bug qui n'a rien à voir avec le générateur, mais vous êtes bloqué, on vous répondra aussi. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez mettre à jour le générateur. Si l'aspect génération, compilation, ça vous intéresse, et on est ravis de vous accueillir aussi sur la page, tout simplement, en tant que collaborateur. Et comme je le disais, si vous faites un composant qui vous plaît, vous allez faire un petit login qui est sympa, un petit chat qui est sympa, vous nous faites une pull request, et nous on rajoutera votre composant à la librairie. Donc voilà pour la partie 2. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que en fait, la base de votre générateur, c'était un peu les commandes Mento et Google. Oui, c'est ça. Parce que je vais contexter deux trucs. Vous pouvez présenter Yoman, c'est en fait un outil qui permet de créer des générateurs en fait. C'est un générateur de générateurs en quelque sorte. Donc on s'est servi de ça pour créer notre générateur Angular. C'est un mini framework en quelque sorte. Voilà, et il met à disposition la commande Yo, donc c'est ça qu'on se sert pour que vous puissiez utiliser notre générateur après. D'ailleurs, avec Yoman, vous pouvez faire des générateurs de ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire des générateurs d'HTML, parce que vous avez besoin régulièrement de faire la même chose, allez jeter un œil sur la page de Yoman. Parce que la doc est super bien faite et rapidement, vous pouvez faire un générateur
Voilà, qui peut être juste pour vous, mais ça automatise, c'est du node. Donc voilà. Et un code pour la partie Gulp. Gulp, c'est un JavaScript task runner. Donc en fait, il permet d'exécuter des tâches comme, typiquement comme on expliquait avant, compiler le TypeScript. C'est Gulp qui va le faire pour nous. On lui donne une succession de tâches, il va nous compiler le TypeScript, nous compiler le SAS, nous faire de la minification, de l'agrégation, etc. C'est un peu comme Maven. Exactement, ouais, ça ressemble, ouais, c'est ça. C'est moins complet que Maven, mais c'est l'idée. D'autres questions?